Dans les carrières abandonnées de l'Égypte ancienne, dans les hauteurs vertigineuses des Andes et sur les plateaux battus par le vent de l'île de Pâques, on retrouve des blocs de pierre d'une précision et d'une masse qui continuent d'interpeller les archéologues contemporains. Les civilisations qui ont façonné ces structures, qu'il s'agisse des bâtisseurs de Saqqara, des ingénieurs Tiwanaku ou des tailleurs de Moai polynésiens, disposaient manifestement de méthodes de travail de la pierre qui leur permettaient d'atteindre des résultats remarquables. L'archéologie expérimentale a démontré au cours des dernières décennies que des outils en cuivre, en silex, en diorite, combinés à des abrasifs naturels comme le quartz ou le sable humide, pouvaient en produire des surfaces d'une régularité saisissante. Des traces d'usinage ont été identifiées sur des blocs de granit à Assouan, révélant des gestes précis et des techniques répétées. L'absence apparente d'outils dans certains contextes archéologiques reflète souvent les limites de la conservation des matières organiques et métalliques dans le temps, plutôt qu'une absence réelle de technologie. Ce que nous examinons ici n'est pas un mystère occulte, mais une question d'histoire technique encore partiellement documentée. Il existe à environ 8 km au sud-est d'Assouan une carrière que les géologues et les archéologues visitent encore aujourd'hui avec une attention particulière. On l'appelle simplement la carrière du obélisque inachevé. Dans cette excavation creusée directement dans le granit rose du désert nubien repose un bloc monolithique d'une dimension exceptionnelle, 39 mètres de longueur pour une masse estimée à plus de 1000 tonnes. Il n'a jamais été extrait. Il est resté là, couché dans la roche-mère, depuis l'époque de son abandon, probablement sous le règne de Hatshepsut ou de Thoutmôsis III, au 2e millénaire avant notre ère. Une fissure naturelle apparue durant le travail a contraint les tailleurs à interrompre l'opération. Et c'est précisément cet abandon qui en fait l'un des documents archéologiques les plus précieux que l'Égypte ancienne nous ait laissés. Car dans cette carrière, le temps s'est arrêté au milieu d'un geste. On peut encore voir, gravés dans la surface du granit, les traces des outils utilisés. Des rainures régulières, des sillons parallèles, des encoches disposées selon un rythme apparent. Les archéologues ont identifié la méthode principale, des percuteurs en diorite, une roche d'une dureté supérieure au granit, maniée de manière répétée pour abraser progressivement la surface. Ce n'est pas une technique spectaculaire, c'est une technique patiente collective, organisée sur des journées, des semaines, peut-être des mois de travail continu. Ce que l'on voit dans cette carrière, c'est moins un mystère qu'une discipline. La question que nous posons dans ce documentaire n'est donc pas celle d'une technologie secrète ou d'un savoir perdu dans un sens absolu. Elle est plus précise et pour cela plus intéressante. Comment des sociétés sans machinerie motorisée, sans acier trempé, sans instruments de mesure électronique ont-elles pu atteindre un niveau de précision et d'efficacité dans le travail de la pierre qui suscite encore aujourd'hui l'admiration des ingénieurs modernes? Ce n'est pas une question de magie. C'est une question d'organisation humaine, de connaissances transmises, de techniques affinées sur des générations. Les carrières sont les endroits où cette question commence à trouver ses premières réponses. À Assouan, les traces de travail sont claires, mais d'autres carrières dans le monde racontent une histoire similaire, avec des variantes locales qui témoignent d'adaptation au contexte géologique et culturel. Dans les Andes, à Ollantaytambo, on observe des blocs de rhyolite rose extraits d'une carrière située de l'autre côté d'une vallée, à plusieurs kilomètres du site de construction. Ces blocs pèsent entre 50 et 100 tonnes. Certains ont été abandonnés en chemin, à mi-pente, et leur position révèle une logistique de déplacement qui a mobilisé des centaines, peut-être des milliers de personnes. Les tablettes d'argile de la Mésopotamie ancienne constituent notre fenêtre la plus directe végétale. Là encore, la réponse est dans l'organisation, pas dans l'inexplicable. À l'île de Pâques, les carrières du volcan Rano Raraku sont encore parsemées de statues à différents stades d'avancement. Certaines sont encore enchâssées dans la roche-mère, leur dos n'ayant pas encore été détaché. D'autres sont couchées sur les pentes, en attente d'un transport qui ne viendra jamais, interrompu par l'effondrement de la société qui les avait commandées. Ici aussi, la carrière est un document. Elle enregistre une méthode, une progression, une organisation du travail et parfois une interruption. Ce que ces sites partagent, c'est une caractéristique fondamentale. Ils nous montrent le processus, pas seulement le résultat. L'histoire de la technologie ancienne de la pierre ne se lit pas uniquement dans les monuments achevés, les pyramides, les temples, les enceintes mégalithiques, mais dans les endroits où le travail a été interrompu, où les outils ont été laissés, où les blocs inachevés témoignent d'une méthode en cours d'exécution.
Les archéologues utilisent un terme précis pour désigner cette approche, la chaîne opératoire. C'est la reconstruction, étape par étape, des gestes techniques qui ont conduit à un objet fini. Appliquée à la taille de la pierre, cette méthode permet de reconstituer l'ordre des opérations, d'identifier les outils utilisés à chaque phase et parfois de déduire le niveau d'organisation sociale nécessaire pour coordonner un chantier de grande ampleur. Ce travail de reconstitution est lent. Il exige une lecture minutieuse des surfaces, une analyse des résidus microscopiques, parfois des expérimentations directes. Des équipes comme celle du docteur Dennis Stocks en Égypte ou du docteur Helmut Siegert en Libye ont consacré des années à reproduire les techniques anciennes avec des matériaux d'époque. Leurs résultats sont cohérents, les outils anciens, bien utilisés par des équipes bien organisées, permettent d'obtenir les résultats que nous observons dans les monuments. Ce n'est pas une conclusion décevante, c'est une conclusion qui déplace l'admiration du mystère vers l'humain. La vraie question n'est pas comment ils ont fait sans nos outils. La vraie question est comment ils ont développé, transmis et perfectionné leurs propres outils et méthodes au point d'atteindre ce niveau de maîtrise. Et cette question, nous allons la suivre à travers les roches, les textes, les mythes et les fouilles, depuis les premières traces de taille préhistorique jusqu'aux grands chantiers de l'Antiquité classique. Tout commence ici, dans la poussière de granit d'une carrière abandonnée, devant un obélisque qui n'a jamais vu le soleil d'en haut. La pierre n'est pas uniformément distribuée sur la surface de la Terre. Les civilisations qui ont bâti en pierre massive n'ont pas choisi leur site au hasard. Elles se sont installées ou ont organisé leurs chantiers en fonction de la géologie locale, des voies de dos disponibles et des ressources en matériaux adaptés à la construction. Cette contrainte géographique fondamentale est souvent sous-estimée lorsqu'on examine les grandes structures anciennes. Comprendre où se trouvaient les carrières, comment elles étaient reliées au site de construction et quels obstacles naturels devaient être surmontés, c'est comprendre une part essentielle de l'intelligence technique de ces civilisations. En Égypte, la géographie du Nil a joué un rôle déterminant. Le fleuve n'est pas seulement une source d'eau et de fertilité agricole, c'est aussi la principale voie de transport de l'Antiquité égyptienne. Les grandes carrières de calcaire de Toura, situées sur la rive est du Nil en face de Memphis, alimentaient les chantiers de Gizeh et de Saqqara. Le granit d'Assouan, au sud, remontait le fleuve sur des barges spécialement conçues pendant la saison des crues, lorsque le niveau de l'eau permettait de franchir plus aisément les rapides. Cette logistique fluviale n'est pas une hypothèse. Elle est documentée par des peintures murales, des papyrus administratifs et les vestiges de rampes d'embarcation retrouvés sur plusieurs sites. La géographie impose donc une organisation. Elle contraint les bâtisseurs à planifier à l'avance, à calculer des trajectoires, à anticiper les saisons. Les Égyptiens avaient développé une connaissance précise des cycles du Nil, et cette connaissance se reflète dans la logistique des grands chantiers. L'extraction d'un obélisque à Assouan, son transport jusqu'à Karnak ou Luxor, son érection sur le site, chacune de ces étapes correspondait à une fenêtre temporelle précise dans le calendrier naturel. Dans les Andes, la géographie est radicalement différente, et les défis qu'elle pose aux bâtisseurs le sont tout autant. Les grandes constructions Tiwanakus et Inca se développent dans un environnement d'altitude extrême, souvent au-dessus de 3500 mètres, où l'air raréfié, les températures nocturnes négatives et les terrains accidentés complexifient toute opération de transport. À Tiwanaku, en Bolivie, les blocs d'andésite utilisés pour construire le temple de Puma Punku proviennent d'une carrière située sur la péninsule de Copacabana, de l'autre côté du lac Titicaca. Certains de ces blocs présentent des masses de plusieurs dizaines de tonnes. Leur transport a nécessité, selon les hypothèses les mieux étayées, l'utilisation de radeaux en totora dans le roseau local pour traverser le lac, suivi d'un déplacement terrestre sur des traîneaux tirés par des équipes humaines nombreuses. Ce qui est remarquable dans cette logistique andine, c'est son adaptation aux ressources locales. Il n'y a pas de bois en quantité suffisante à cette altitude pour construire de grandes structures de transport. Les bâtisseurs ont donc utilisé ce qu'ils avaient, la pierre elle-même comme poids d'ancrage, les fibres végétales comme cordage, la main-d'œuvre collective comme moteur. L'ingéniosité n'est pas dans une technologie cachée, elle est dans l'adaptation intelligente aux contraintes du milieu. En Méditerranée orientale, la géographie insulaire et côtière a également façonné les pratiques de construction. À Malte, les temples mégalithiques de Gantija et de Agar Kim,
datés d'entre 3600 et 2500 avant notre ère, sont construits en calcaire corallin, extrait à proximité immédiate des sites. La proximité de la carrière au monument est ici une caractéristique géographique favorable. Les bâtisseurs n'avaient pas à surmonter les mêmes obstacles logistiques que les Égyptiens ou les Andins. Mais les blocs utilisés, certains pesant plusieurs tonnes, ont néanmoins nécessité une organisation collective et des techniques de déplacement élaborées sur un terrain insulaire au relief modéré. La Bretagne offre un autre exemple. Les menhirs et dolmens du néolithique armoricain, particulièrement ceux de la région de Carnac, utilisent dans des granites et des grès locaux. Mais certains mégalithes, comme les pierres bleues de Stonehenge en Angleterre, proviennent pourtant de carrières galloises situées à plus de 200 km du site. Cette distance a longtemps été source de spéculation. Les recherches récentes, notamment celles conduites par des équipes de l'université de Bournemouth, ont proposé des scénarios de transport combinant des traîneaux, des rondins et peut-être des voies navigables côtières. Ces hypothèses restent débattues dans leurs détails, mais elles s'inscrivent toutes dans le cadre d'une logistique humaine organisée. Ce que la géographie des grands chantiers anciens révèle, en fin de compte, c'est une forme d'intelligence territoriale. Les bâtisseurs anciens connaissaient leur environnement avec une précision que nous avons parfois du mal à mesurer depuis notre époque de cartographie numérique. Ils savaient où se trouvaient les roches, les poils les plus durs, les plus fissiles, les plus adaptés à la taille. Ils connaissaient les saisons propices au transport, les voies d'eau navigables, les pentes utilisables. Cette connaissance n'était pas écrite dans des manuels. Elle était transmise oralement, incorporée dans les pratiques des tailleurs, des carriers, des chefs de chantier. Et c'est précisément cette transmission du savoir qui constitue l'un des aspects les plus difficiles à reconstituer archéologiquement. La géographie, elle, laisse des traces. Les routes de transport laissent bien parfois des marques dans le sol. Les carrières conservent les cicatrices des extractions. Mais la connaissance humaine qui permettait de lire ce territoire, de l'exploiter avec efficacité, de coordonner des centaines de personnes sur des distances considérables, cette connaissance, elle, ne se fossilise pas. Elle se devine cependant dans la cohérence des résultats. Les sociétés anciennes qui ont bâti en pierre massive n'étaient mais pas toutes des civilisations sans écriture. Plusieurs d'entre elles ont laissé des corpus textuels substantiels, et dans ces textes apparaissent, parfois de manière directe, parfois de façon oblique, des références basées aux pratiques de construction, aux chantiers, aux matériaux et aux hommes qui travaillaient dans la pierre. La lecture de ces sources exige une méthode. Il ne suffit pas de repérer une mention de construction pour en déduire une description technique. Il faut replacer le texte dans son contexte, identifier sa nature, administrative, religieuse, littéraire, commémorative, et évaluer ce qu'il cherchait à transmettre. En Égypte ancienne, les sources textuelles relatives aux chantiers de construction sont variées. Les papyrus administratifs de l'Ancien et du Moyen Empire mentionnent des quotas de production, des listes de travailleurs, des registres de rations alimentaires. Ces documents ne décrivent pas les techniques de taille dans le détail, ce n'est pas leur fonction, mais ils donnent une image précise de l'organisation humaine derrière les chantiers. Le papyrus de Reisner, découvert à Naga ed-Deir et datant du règne de Sésostris Ier, enregistre des livraisons de matériaux et des journées de travail avec une précision comptable remarquable. On y voit apparaître des équipes spécialisées, des superviseurs, des niveaux hiérarchiques distincts. Les inscriptions commémoratives sont d'une autre nature. Lorsque Thoutmôsis III fait graver sur les murs de Karnak le récit de ses campagnes et de ses constructions, il ne cherche pas à transmettre un manuel technique. Il cherche à affirmer sa puissance divine et sa capacité à mobiliser les ressources du monde connu. Mais dans ces formulations rhétoriques, des informations factuelles émergent parfois. La mention de granit extrait du pays de Kranti-Ahet, le transport par barge, l'intervention de prêtres artisans dans la finition des surfaces sacrées. Ces données doivent être traitées avec prudence, mais elles ne sont pas sans valeur documentaire. Le texte égyptien le plus souvent cité dans les discussions sur les techniques de construction est peut-être le papyrus Harris I, rédigé sous Ramsès IV et décrivant les réalisations de Ramsès III. Ce document mentionne explicitement des expéditions dans les carrières de Wadi Hammamat pour extraire du grauwacke, un type de grès utilisé pour les statues et les sarcophages. Il décrit les équipes envoyées, leur nombre, leurs fonctions. Mais il ne décrit pas les gestes. La technique reste implicite, présupposée comme connue du lecteur contemporain.
Cette implicitude est précisément ce qui rend l'interprétation difficile. Les textes anciens parlent à leurs contemporains, pas à nous. Ce qui est évident pour un scribe du XIIe siècle avant notre ère n'a pas besoin d'être expliqué. Ce sont les lacunes, les évidences non dites, qui constituent ainsi le plus grand défi pour l'historien des techniques. En Mésopotamie, les textes sumériens et akkadiens mentionnent régulièrement les activités de construction des grands temples, les ziggourats. Les inscriptions royales des souverains de Ur, de Lagash, de Nippur décrivent avec fierté la construction ou la restauration des sanctuaires. Mais la Mésopotamie est une civilisation de la brique, pas de la pierre taillée. Les rares mentions de pierre dans ces textes concernent des matériaux d'importation. Le lapis-lazuli d'Afghanistan, l'obsidienne d'Anatolie, le diorite d'Oman, utilisé pour des objets de prestige ou des statues, pas pour des structures architecturales massives. La technique de travail de la pierre y est donc encore moins explicitement décrite qu'en Égypte. En revanche, les textes grecs de l'Antiquité classique offrent quelques descriptions techniques d'un intérêt particulier. Hérodote, visitant l'Égypte au 5e siècle avant notre ère, rapporte ce qu'on lui a dit sur la construction des pyramides. Sa description des machines utilisées pour élever les blocs, ce qu'il appelle des engins de bois à courte portée, a été interprétée de nombreuses manières différentes. Certains y voient une référence au levier, d'autres à des rampes modulaires, d'autres encore à des systèmes de nacelles. Il est important de noter que Hérodote écrivait 2000 ans après la construction des pyramides. Ce qu'il rapporte est au mieux une tradition orale, au pire une rationalisation tardive. Son témoignage est une source historique sur la manière dont les Grecs imaginaient la construction égyptienne, pas nécessairement sur la réalité de cette construction. Vitruve, architecte et ingénieur romain du 1er siècle avant notre ère, est une source d'une toute autre nature. Son traité de Architectura, en 10 livres, contient des descriptions précises de techniques de construction, d'extraction de matériaux, de mise en œuvre de la pierre. Il mentionne les méthodes de sciage du marbre, les abrasifs utilisés, les systèmes de levage. Mais Vitruve écrit dans le contexte de la construction romaine de son époque, et ces descriptions ne peuvent pas être projetées automatiquement sur des pratiques antérieures de plusieurs millénaires. Elles offrent néanmoins un point de comparaison utile pour comprendre ce que les techniques méditerranéennes de travail de la pierre avaient en commun à travers le temps. Dans le monde andin, l'absence d'écriture précolombienne au sens strict, les quipus étant un système de notation numérique et mnémotechnique, pas une écriture alphabétique, prive les chercheurs d'une catégorie entière de sources. Ce qui subsiste, ce sont les chroniques coloniales espagnoles du XVIe et XVIIe siècle, rédigées par des administrateurs, des prêtres ou des descendants de l'aristocratie inca. Ces textes, comme ceux de Garcilaso de la Vega ou de Felipe Guamán Poma de Ayala, contiennent des descriptions de pratiques constructives. Ils mentionnent la mita, le système de travail obligatoire, comme mécanisme d'organisation des grands chantiers. Ils décrivent parfois la manière dont les blocs étaient déplacés, la coordination des équipes, les chants qui rythmaient l'effort collectif. Ces sources coloniales sont précieuses, mais elles doivent être lues avec méthode. Elles ont été rédigées dans un contexte de domination et de reconstruction mémorielle. Leurs auteurs avaient des intentions diverses, légitimer la noblesse inca, justifier la colonisation, préserver des traditions menacées. Le filtre idéologique est réel. Ce n'est pas une raison de les écarter, mais une raison de les croiser avec les données archéologiques. Ce croisement entre texte et archéologie est au cœur de la méthode historique. Un texte seul peut tromper. Un vestige archéologique seul peut être mal interprété. Ensemble, lorsqu'ils se confirment mutuellement, ils construisent une image plus fiable du passé. Et lorsqu'ils se contredisent, c'est souvent là que les questions les plus intéressantes émergent. Ce que les textes anciens nous disent sur le travail de la pierre, en définitive, c'est ceci. Les sociétés qui ont bâti ces monuments connaissaient leurs méthodes. Elles n'avaient pas besoin de les écrire en détail, parce que ces méthodes vivaient dans les corps des tailleurs, dans les habitudes des équipes, dans la mémoire transmise de maître à apprenti. Le silence des textes sur les gestes techniques n'est pas un mystère. C'est la trace d'une connaissance qui n'avait pas besoin d'être codifiée pour être efficace. La pierre ne se taille pas dans le vide, elle se taille dans un climat, dans une saison, dans un environnement qui fournit ou refuse les ressources nécessaires au travail. Cette dimension environnementale de la construction ancienne est souvent négligée dans les discussions sur les techniques mégalithiques.
au profit d'une focalisation exclusive sur les outils et les méthodes mécaniques. Or, les conditions climatiques ont exercé une influence directe sur chaque aspect du travail de la pierre, l'extraction, le transport, la taille fine, la mise en œuvre et même la conservation à long terme des monuments. En Égypte, le climat désertique présente des caractéristiques ambivalentes pour les bâtisseurs. La sécheresse extrême signifie l'absence quasi totale de précipitations susceptibles de creuser des ornières dans les voies de transport, de gonfler le bois des traîneaux ou de ramollir les cordages. C'est un avantage logistique considérable. Mais la chaleur intense du désert, qui peut dépasser 50 degrés Celsius en surface au cœur de l'été, impose des contraintes sévères sur la main-d'œuvre. Les données archéologiques et les inscriptions suggèrent que les grands travaux de transport et d'érection étaient planifiés en tenant compte des saisons. Les expéditions dans les carrières du désert oriental se faisaient de préférence en hiver, lorsque les températures nocturnes descendaient et parfois sous zéro, offrant des conditions de travail physiquement plus supportables pendant les heures diurnes. L'eau jouait un rôle technique fondamental dans la taille du granit. Les abrasifs, sable, poudre de quartz, fragments de diorite, n'agissent efficacement sur la roche dure que lorsqu'ils sont utilisés en milieu humide. L'eau lubrifie le contact entre l'outil et la surface, évacue les résidus de taille et permet à l'abrasif de se redistribuer uniformément sous la pression. Dans les carrières de granit d'Assouan, des traces de rigoles ont été identifiées sur certains blocs, interprétés comme des canaux d'amener d'eau vers les zones de travail. Cette eau devait être transportée depuis le Nil à plusieurs kilomètres des carrières les plus éloignées, une logistique supplémentaire dans un chantier déjà complexe. Dans les Andes, les conditions climatiques sont d'une complexité différente. À 3500 mètres d'altitude et au-dessus, les cycles thermiques journaliers sont extrêmes. Les températures peuvent descendre largement sous zéro la nuit et monter au-dessus de 15 degrés dans la journée. Ce phénomène, connu sous le nom de gélifraction, est un allié naturel pour l'extraction de la pierre. L'eau qui pénètre dans les fissures naturelles d'une roche gèle la nuit et se dilate, agrandissant les fissures de manière mécanique. Les carriers andins connaissaient vraisemblablement ce phénomène et l'utilisaient à leur avantage en introduisant de l'eau dans des fentes préexistantes ou dans des encoches taillées, puis en laissant le gel nocturne faire le travail de séparation. Cette technique de gélifraction assistée est documentée dans plusieurs traditions de taille de pierre pré-industrielle à haute altitude. La saison des pluies dans les Andes, de novembre à mars dans la région du lac Titicaca, transforme radicalement les conditions de transport. Les pentes deviennent dangereuses, les chemins boueux rendent le glissement des traîneaux imprévisible et les cours d'eau grossissent au point de perturber les traversées. Il est probable que les grands transports de blocs étaient concentrés dans la saison sèche de mai à octobre, lorsque les sols sont compacts et les conditions météorologiques plus prévisibles. Cette saisonnalité du chantier implique une planification sur plusieurs années pour les projets de grande envergure et une gestion de la main-d'œuvre qui tenait compte des cycles agricoles des populations mobilisées. En Europe du Nord-Ouest, où se concentrent les grandes constructions mégalithiques de la préhistoire, les conditions climatiques de l'Holocène moyen, période pendant laquelle la plupart de ces monuments ont été érigés entre 4500 et 2000 avant notre ère, étaient légèrement plus chaudes et plus humides qu'aujourd'hui. Les forêts recouvraient une plus grande partie du paysage, fournissant du bois en abondance pour les leviers, les traîneaux, les rouleaux de transport. Les études palynologiques, l'analyse des pollens fossilisés dans les tourbes et les sédiments lacustres ont permis de reconstituer avec précision la végétation et le climat de ces périodes. Ces données environnementales sont indispensables pour évaluer de manière réaliste les ressources disponibles pour les bâtisseurs néolithiques. Le bois, justement, est une ressource souvent sous-estimée dans les discussions sur la construction ancienne. Pour transporter des blocs de plusieurs tonnes sur des distances de quelques kilomètres à quelques centaines de kilomètres, le bois est indispensable, sous forme de rondins servant de rouleaux, de planches formant des traîneaux, de poutres constituant des leviers. Les expériences de transport réalisées par des équipes archéologiques, notamment celles dirigées par Julian Richard et Mark Whitby, dans le cadre des recherches sur Stonehenge dans les années 1990, ont démontré qu'une équipe de quelques dizaines de personnes peut déplacer un bloc de plusieurs tonnes sur un traîneau en bois glissant sur des rondins, à condition que le sol soit relativement plat et le bois disponible en quantité suffisante.
Les ressources minérales locales ont également conditionné les choix techniques. Là où la diorite était disponible, elle servait de percuteur pour tailler des roches plus tendres. Là où l'obsidienne affleurait, elle fournissait des tranchants d'une finesse exceptionnelle pour les travaux de détail. Là où ni l'une ni l'autre n'étaient accessibles, les artisans adaptèrent leur technique aux outils disponibles. Os, cornes, silex, coquillages. Cette adaptation aux ressources locales est une constante de la technologie pré-industrielle, et elle explique en partie la diversité des techniques observées d'une région à l'autre. Le climat a également joué un rôle dans la conservation différentielle des preuves archéologiques. Dans les régions arides, Égypte, côte péruvienne, les matières organiques comme le bois, les cordes végétales et même les restes alimentaires des équipes de travailleurs se conservent pendant des millénaires. C'est pourquoi nous disposons, pour l'Égypte ancienne, d'une documentation archéologique d'une richesse exceptionnelle sur les aspects logistiques des chantiers. Dans les régions humides, Europe atlantique, Andée tropicale, ces matières disparaissent rapidement, laissant un vide documentaire qui favorise parfois les interprétations les plus spéculatives. Comprendre les conditions climatiques et les ressources disponibles n'est donc pas un exercice secondaire dans l'étude des techniques anciennes de la pierre. C'est un préalable indispensable à toute interprétation sérieuse. Les bâtisseurs anciens ne travaillaient pas dans un environnement abstrait. Ils travaillaient dans un territoire précis, avec ses contraintes et ses ressources, et leur intelligence technique se mesurait précisément à leur capacité à exploiter ce qui était disponible et à compenser ce qui ne l'était pas. L'un des aspects les plus mal compris des grands chantiers de l'Antiquité est la nature de la main-d'œuvre qui les a réalisés. Pendant longtemps, une image simpliste a dominé l'imaginaire occidental, celle d'esclaves contraints, fouettés, traînant des blocs sous le soleil impitoyable. Cette image, popularisée par des siècles d'iconographie et de littérature, repose sur des fondements historiques extrêmement fragiles, et les recherches archéologiques des dernières décennies l'ont considérablement nuancée, voire contredite dans plusieurs cas importants. À Gizeh, les fouilles conduites par Mark Lehner et Zahi Hawass depuis les années 1990 ont révélé un village d'ouvriers situé au sud du plateau. Ce site, connu sous le nom de Hayt El Gourab, a livré des vestiges de cuisine collective, de boulangerie, de brasserie, de logements organisés et de zones de soins médicales. Les analyses des dorons des ossements retrouvés dans le cimetière associés à ce village montrent des traces de traumatismes osseux compatibles avec un travail physique intense, mais aussi des preuves de soins médicaux, fractures guéries, amputations cicatrisées. Ces données suggèrent une main-d'œuvre organisée, nourrie, logée et soignée par l'État pharaonique. Ce n'est pas le portrait d'une population servile, abandonnée à elle-même. C'est celui d'une force de travail gérée comme une ressource stratégique. Les textes administratifs confirment cette image. Les papyrus de Wadi el-Jarf, découverts en 2013 sur le bord de la mer Rouge et datés du règne de Khéops, sont les plus anciens papyrus administratifs jamais retrouvés en Égypte. Ils enregistrent les activités d'une équipe dirigée par un officier nommé Merer, dont la mission consistait à transporter des blocs de calcaire depuis les carrières de Toura jusqu'au chantier de la Grande Pyramide. Ces documents décrivent des rotations d'équipes, des rations alimentaires précises, des journées de repos et une hiérarchie de commandement clairement structurée. Ils ne mentionnent ni esclavage ni contrainte. Ils décrivent une organisation militaire du travail civil. La question de la hiérarchie technique est distincte de celle de la hiérarchie administrative. Au sommet du chantier se trouvaient les architectes, terme que nous utilisons faute de mieux, car leur rôle correspondait davantage à ce que nous appellerions aujourd'hui des ingénieurs en chef. En Égypte, le titre d'Imir Ka'at NBT Entote NTR, directeur de tous les travaux du temple, désignait les responsables des grandes constructions. Figures comme Emiounou, neveu de Khéops et possiblement architecte en chef de la Grande Pyramide, ou Imhotep, concepteur du complexe funéraire de Djoser à Saqqara, ont été reconnus de leur vivant comme des personnalités d'une compétence exceptionnelle. Imhotep a même été divinisé après sa mort, ce qui témoigne du statut extraordinaire que pouvait atteindre un artisan concepteur dans la société égyptienne. Sous ces figures d'autorité se déployait une pyramide de compétences. Des superviseurs de moyennes équipes coordonnant le travail de groupes de 20 à 50 personnes. Des carriers spécialisés maîtrisaient les techniques d'extraction, lecture des veines de la roche, calcul des plans de fissuration, pilotage des opérations de séparation. Des tailleurs de précision intervenaient sur les surfaces qui requéraient une finition particulière.
des logisticiens géraient l'approvisionnement en eau, en nourriture, en matériel. Et à la base de cette organisation, des équipes de manœuvre assuraient le transport brut, le tirage des blocs, l'entretien des rampes et des voies. Cette division du travail n'est pas une reconstruction hypothétique. Elle est visible dans les traces laissées sur les monuments eux-mêmes. Les égyptologues ont identifié sur les blocs de la Grande Pyramide des marques peintes qui correspondent à des noms d'équipes. Des amis de Khéops, les ivrognes de Menkaure, qui travaillaient en compétition ou en coordination sur différentes parties du chantier. Ces marques de carrier témoignent d'une organisation par équipes distinctes, dotée d'identité collective, ce qui suppose un système de gestion et de motivation qui va bien au-delà de la simple contrainte physique. Dans les Andes, l'organisation du travail prend une forme institutionnelle spécifique, la mita. Ce système a préinscrit dans la structure sociale des sociétés andines, bien avant l'empire inca, consistait en une obligation de travail pour l'État en échange d'une protection, d'une redistribution de ressources et d'une intégration dans un réseau économique étendu. Les Mitayuk, ceux qui accomplissaient leur mita de Kronso, recevaient quand leur nourriture, leur équipement et parfois leurs outils de l'État. Ils n'étaient pas rémunérés en monnaie, mais ils bénéficiaient d'une contrepartie réelle dans un système d'économie redistributive. Les données archéologiques dans les Andes confirment la présence de grands camps de travailleurs à proximité des sites de construction. À Pumapunku, des études du sol ont révélé des zones de préparation alimentaire intensive, des concentrations de résidus de cuisson, des structures légères compatibles avec des logements temporaires de grande capacité. L'organisation spatiale de ces camps suggère une planification centralisée, avec des zones fonctionnelles distinctes dédiées à la préparation de la nourriture, au repos, au stockage du matériel et probablement à des activités rituelles liées au chantier. Car la dimension rituelle est inséparable de l'organisation du travail dans la plupart des civilisations anciennes. Les grands chantiers de construction n'étaient pas des activités purement techniques. Ils étaient aussi des événements cosmologiques. L'érection d'un temple, la taille d'un monolithe sacré, l'alignement d'une façade avec le soleil levant du solstice, ces actes avaient une signification qui dépassait leur dimension matérielle. Les rituels d'inauguration, les offrandes déposées dans les fondations, les prières scandées pendant le transport des blocs participaient d'une vision du chantier comme d'un acte de co-création avec les forces divines. Cette dimension ne doit pas être réduite à de la superstition. Elle était fonctionnelle dans le sens où elle créait une cohésion sociale, une motivation collective et un cadre symbolique qui rendait le travail physique intense, supportable et même désirable. L'organisation du travail dans les grands chantiers anciens nous révèle donc une réalité à la fois plus humble et plus impressionnante que l'image des miracles inexplicables. C'est plus humble parce qu'elle est humaine. Elle mobilise des corps, des hiérarchies, des rations alimentaires, des rotations d'équipes. Elle est plus impressionnante parce qu'elle représente un niveau de coordination sociale et de planification à long terme qui exigeait des institutions stables, des systèmes de communication efficaces et une autorité capable de maintenir un projet sur des décennies sans perdre sa cohérence. Ce n'est pas une technologie cachée qui a élevé les monuments de l'Antiquité. C'est une organisation humaine d'une sophistication que nous avons souvent sous-estimée. La surface d'une pierre taillée est une archive. Elle enregistre avec une précision que les techniques d'analyse modernes peuvent maintenant lire à l'échelle microscopique, les gestes, les outils et les intentions de ceux qui l'ont façonnée. Cette lecture n'est pas toujours simple. Les surfaces peuvent avoir été retravaillées, exposées aux intempéries pendant des millénaires ou modifiées par des usages ultérieurs. Mais dans les cas favorables, une surface ancienne peut révéler une quantité remarquable d'informations sur la technologie qui l'a produite. Les traces de travail sur la pierre se classent en plusieurs catégories que les archéologues ont appris à distinguer. Les traces de percussion directe, produites par un outil frappant la surface sans intermédiaire, se manifestent par des encoches circulaires ou elliptiques, des éclatements radiaux, des zones d'abrasion irrégulières. Les traces de sciage, produit par un fil, une lame ou une arête passant en va-et-vient sur la surface avec un abrasif, se manifestent par des rainures parallèles d'une régularité caractéristique. Les traces de forage, produits par une mèche rotative, laissent des trous cylindriques avec des stries hélicoïdales sur les parois. Ces différentes signatures sont désormais bien documentées grâce aux expériences de réplication conduites par des archéologues expérimentaux.
À Gizeh, des analyses des sarcophages et des revêtements de granit des chambres intérieures de la Grande Pyramide ont révélé des traces de sciage d'une régularité saisissante. La célèbre étude de Petrie, à la fin du XIXe siècle, avait déjà identifié ces traces, et ces mesures avaient conduit certains commentateurs à postuler l'utilisation de scies en cuivre chargées de sable abrasif. Une technique qui s'avère parfaitement viable et qui a été reproduite avec succès par plusieurs équipes expérimentales. La précision des coupes n'exige pas une technologie inconnue. Elle exige du temps, de l'abrasif, de l'eau et une méthode rigoureusement répétée. Les traces de forage sont particulièrement instructives. Des carottes de forage en granit ont été retrouvées dans plusieurs contextes égyptiens, certaines datant de l'Ancien Empire. Ces carottes présentent dans des stries hélicoïdales, caractéristiques d'un forage rotatif, avec un pas de spirale qui a permis aux chercheurs de calculer la pression exercée et la vitesse de rotation approximative de l'outil. Les résultats scientifiques sont compatibles avec l'utilisation d'un archet de forage, un outil simple mais efficace qui peut être construit avec du bois et de la corde, combiné à un abrasif chargé de quartz. Des réplications en conditions contrôlées ont confirmé que cette technique peut produire les carottes observées. Ces données sont importantes parce qu'elles déplacent le débat du domaine de la spéculation vers celui de l'expérimentation vérifiable. La question n'est plus: est-il possible que les Égyptiens aient utilisé des outils en cuivre avec des abrasifs? Elle devient: dans quelles conditions précises de pression, de vitesse et de lubrification cette technique est-elle la plus efficace? Et ces conditions sont-elles compatibles avec ce que nous savons du contexte de l'Ancien Empire? Ce changement de question est sans doute le propre de la méthode scientifique appliquée à l'archéologie. À Pumapunku, en Bolivie, les surfaces des blocs d'andésite présentent dans des caractéristiques qui ont suscité beaucoup de commentaires. Certains blocs montrent des encoches d'une régularité géométrique précise, des rainures droites et des surfaces planes d'une qualité inhabituelle pour une culture sans roue ni outils en métal ferreux. Les analyses conduites par des archéologues boliviens et des équipes internationales ont identifié des marques compatibles avec des outils en bronze, un alliage que les cultures de Tiwanaku maîtrisaient parfaitement, et avec des techniques d'abrasion utilisant du sable de quartz. La régularité apparente des formes ne requiert pas une technologie inconnue. Elle requiert des gabarits de contrôle, des guides en bois ou en pierre servant à vérifier la régularité de la taille, et une maîtrise gestuelle développée par une longue pratique. L'étude des outils retrouvés in situ ou en contexte de dépôts archéologiques est complémentaire de l'analyse des surfaces. En Égypte, des dépôts de percuteurs en diorite ont été retrouvés dans plusieurs carrières, dont Assouan et Atnoub. Ces percuteurs, des Shanraen, des galets arrondis de roches dures, présentent des zones d'usure caractéristiques sur leur surface correspondant aux zones de frappe. Leur morphologie et leur distribution permettent de reconstituer les gestes de percussion et d'estimer les forces exercées. Des analyses d'état tracéologiques, l'étude microscopique des traces d'usure sur les outils, ont permis d'identifier quelle partie du percuteur était utilisée et pour quel type de travail, et dans certains cas de déduire la posture de l'artisan pendant la frappe. En Méditerranée, les fouilles du site de Geblein, en Égypte supérieure, ont livré des ateliers de taille avec des concentrations de copeaux, d'éclats et de résidus de polissage qui permettent donc de reconstituer l'ensemble du processus de fabrication d'objets en pierre. Ces microdéchets sont des données que l'archéologie classique négligeait souvent, mais que l'archéologie analytique contemporaine recueille systématiquement car ils constituent l'un des témoignages les plus directs de l'activité technique. Dans les sites mégalithiques de Bretagne, des études de surface ont révélé des traces de polissage sur certaines faces de menhir, suggérant une finition intentionnelle des surfaces visibles. Cette finition, qui nécessite un abrasif de granulométrie fine et un travail patient, indique une préoccupation esthétique qui va au-delà de la simple fonctionnalité structurelle. Les tailleurs de pierre néolithiques ne se contentaient pas de façonner une forme utile. Ils cherchaient aussi à produire une surface qui avait une signification visuelle et sans doute rituelle. Ces observations convergent vers une conclusion que l'archéologie expérimentale confirme régulièrement. La qualité du travail de la pierre dans les grandes civilisations anciennes est le résultat d'une maîtrise technique réelle, développée sur de longues durées, transmise dans des cadres institutionnels structurés et adaptée avec intelligence aux ressources disponibles. Les traces laissées dans la pierre sont les empreintes de cette maîtrise. Elles sont lisibles, analysables, reproductibles dans leurs principes fondamentaux.
Ce que ces traces ne révèlent pas, et c'est là que réside la part irréductible du mystère, c'est l'expérience subjective du tailleur, la façon dont il percevait la roche sous ses mains, la connaissance tacite qu'il avait développée au fil des années de pratique, le jugement intuitif qui lui permettait de savoir, avant même de frapper, dans quel sens la pierre allait se casser. Cette dimension incorporée du savoir technique est peut-être la plus difficile à reconstituer et la plus fascinante à imaginer. Le savoir technique ne vit pas seulement dans les outils et dans les gestes, il vit aussi dans les récits, les mythes, les rituels et les identités collectives que les sociétés construisent autour de leurs pratiques les plus fondamentales. Le tailleur de pierre, un artisan, carrier, sculpteur sacré, occupe une place particulière dans de nombreuses traditions culturelles, une place qui reflète à la fois l'importance économique de son métier et la dimension symbolique attachée à la transformation de la matière brute en forme signifiante. En Égypte, les artisans du village de Deir el-Médine, la communauté de tailleurs et de peintres qui travaillaient sur les tombes de la vallée des rois pendant le Nouvel Empire, constituent l'une des populations anciennes les mieux documentées de l'Antiquité. Des milliers d'ostracas, tessons de céramique et éclats de calcaire utilisés comme support d'écriture quotidienne ont été retrouvés dans ce village. Ils enregistrent des plaintes de travail, des absences justifiées par des maladies ou des funérailles, des disputes entre voisins, des transactions commerciales et des oracles rituels. Cette documentation extraordinaire nous donne accès à la vie quotidienne d'une communauté d'artisans qui se percevaient eux-mêmes comme des spécialistes de haut rang à l'interface du monde des vivants et du monde des dieux. Les artisans de Deir el-Médine avaient leur propre panthéon, dominé par la déesse Mer-Sekhmet et par le dieu Ptah, le dieu des artisans par excellence dans la théologie égyptienne. Ptah était représenté comme un homme enveloppé dans un linceul, tenant un bâton composite réunissant le pilier Djed, le sceptre Was et l'Ankh, les symboles de la stabilité, de la puissance et de la vie. Cette représentation n'est pas anecdotique. Elle suggère que le travail artisanal était conçu comme un acte de création cosmologique, pas simplement comme une activité économique. Le tailleur qui sculptait la statue d'un dieu participait à la réalisation matérielle de la présence divine dans le monde. Ce n'est pas un art subalterne, c'est une fonction cosmique. Dans les Andes, les traditions orales recueillies par les chroniqueurs coloniaux et par les ethnographes du XXe siècle préservent naissant des récits dans lesquels les pierres ont une vie propre. Les huacas, les lieux et objets sacrés dans la cosmologie andine, incluant des pierres particulières qui sont considérées comme des entités vivantes, des ancêtres pétrifiés ou des dépositaires de puissances surnaturelles. Ces croyances ne sont pas des anecdotes folkloriques périphériques. Elles structurent profondément les rapports que les sociétés andines entretiennent avec la matière minérale. Et elles ont probablement influencé les pratiques de sélection, d'extraction et de mise en œuvre des pierres dans les contextes de construction sacrée. Des études récentes de l'archéologue Caroline Dean sur la notion de pierre vivante dans les Andes ont montré que le concept de kamaken, une force vitale présente dans tous les éléments du monde, y compris les pierres et les montagnes, était fondamental pour comprendre comment les Incas conceptualisaient leur rapport à la matière. Travailler la pierre dans ce contexte n'était pas un acte purement technique, c'était une négociation avec une substance dotée d'une agentivité propre. Cette conceptualisation influence directement les choix de matériaux, les modalités de traitement et les relations rituelles entourant le chantier. En Europe néolithique, les traditions orales qui accompagnaient la construction des mégalithes ont disparu avec les cultures qui les produisaient. Mais les mythes qui se sont formés autour de ces monuments dans les siècles et millénaires qui ont suivi leur construction offrent des indices sur la manière dont les populations post-mégalithiques les imaginaient maintenant. En Bretagne, des légendes médiévales attribuent la construction des menhirs et des dolmens à des géants, à des fées, les korrigan, ou à des druides dotés de pouvoirs magiques. Ces récits ne décrivent pas une réalité historique, mais ils enregistrent une réaction culturelle face à des structures que les populations ne savaient non plus comment construire et qui leur paraissaient donc inexplicables par des moyens humains ordinaires. Cette dynamique est universelle. Lorsqu'une communauté perd la mémoire technique de la construction d'un monument, elle tend à attribuer ce monument à des forces surhumaines. Les géants grecs, les djinns arabes, les ancêtres mythiques polynésiens sont convoqués pour expliquer des structures que les contemporains ne savent plus produire. Ce phénomène d'attribution surnaturelle n'est pas une preuve que des forces surnaturelles ont effectivement construit ces monuments,
C'est une preuve que la transmission du savoir a été interrompue. Les traditions maçonniques médiévales et modernes offrent un cas d'étude particulièrement intéressant de la manière dont une communauté technique préserve et mythologise son savoir. Les guildes de tailleurs de pierre du Moyen-Âge européens avaient développé des rituels d'initiation, des serments de secret, des mythologies fondatrices qui plaçaient l'origine de leur art dans des figures bibliques ou légendaires. Hiram Abif, l'architecte du temple de Salomon, en est l'exemple le plus connu. Ces mythologies ne servaient donc pas à dissimuler des secrets techniques réels. Les techniques de taille de pierre médiévale étaient largement connues et pratiquées. Elles servaient à construire une identité professionnelle, à renforcer la cohésion du groupe et à sacraliser un métier dont les praticiens étaient gens fiers. Cette fonction identitaire du mythe technique se retrouve dans de nombreuses autres cultures. Les forgerons d'Afrique de l'Ouest, les potiers de Chine ancienne, les tisserands andins, toutes ces communautés d'artisans ont développé des récits sur l'origine divine ou héroïque de leur art, sur les pouvoirs particuliers attachés à la maîtrise de leur technique, sur les obligations rituelles qui accompagnent la pratique. Ces récits ne sont pas des superstitions à écarter, ce sont des mécanismes de transmission et de valorisation du savoir. La mémoire culturelle du tailleur de pierre est donc une archive composite, faite de gestes incorporés, de récits mythologiques, d'identités professionnelles, de relations rituelles avec la matière. Cette archive est en partie visible dans les monuments eux-mêmes, en partie lisible dans les textes et les traditions orales, et en partie irrémédiablement perdue dans les ruptures de la transmission. Ce que l'archéologie peut reconstituer, ce sont les aspects matériels de cette mémoire. Ce qu'elle ne peut pas reconstituer, c'est son tissu vivant, la communauté humaine qui la portait, les voix qui la transmettaient, les gestes qui l'incarnaient. La surface d'une pierre taillée est une archive. Elle enregistre avec une précision que les techniques d'analyse moderne peuvent maintenant lire à l'échelle microscopique, les gestes, les outils et les intentions de ceux qui l'ont façonnée. Cette lecture n'est pas toujours simple. Les surfaces peuvent avoir été retravaillées, exposées aux intempéries pendant des millénaires ou modifiées par des usages ultérieurs. Mais dans les cas favorables, une surface ancienne peut révéler une quantité remarquable d'informations sur la technologie qui l'a produite. Les traces de travail sur la pierre se classent en plusieurs catégories que les archéologues ont appris à distinguer. Les traces de percussion directe, produites par un outil frappant la surface sans intermédiaire, se manifestent par des encoches circulaires ou elliptiques, des éclatements radiaux, des zones d'abrasion irrégulières. Les traces de sciage, produites par un fil, une lame ou une arête passant en va-et-vient sur la surface avec un abrasif, se manifestent par des rainures parallèles d'une régularité caractéristique. Les traces de forage, produites par une mèche rotative, laissent des trous cylindriques avec des stries hélicoïdales sur les parois. Ces différentes signatures sont désormais bien documentées grâce aux expériences de réplication conduites par des archéologues expérimentaux. Aiguisés des analyses des sarcophages et des revêtements de granit des chambres intérieures de la Grande Pyramide ont révélé des traces de sciage d'une régularité saisissante. La célèbre étude de Petrie à la fin du XIXe siècle avait déjà identifié ces traces, et ces mesures avaient conduit certains commentateurs à postuler l'utilisation de scies en cuivre chargés de sabrins de sable abrasif, une technique qui s'avère parfaitement viable et qui a été reproduite avec succès par plusieurs équipes expérimentales. La précision des coupes n'exige pas une technologie inconnue. Elle exige du temps, de l'abrasif, de l'eau et une méthode rigoureusement répétée. Les traces de forage sont particulièrement instructives. Des carottes de forage en granit ont été retrouvées dans plusieurs contextes égyptiens, certaines datant de l'Ancien Empire. Ces carottes présentent des stries hélicoïdales, caractéristiques d'un forage rotatif, avec un pas de spirale qui a permis aux chercheurs de calculer la pression exercée et la vitesse de rotation approximative de l'outil. Les résultats sont compatibles avec l'utilisation d'un archet de forage, un outil simple mais efficace qui peut être construit avec du bois et de la corde, combiné à un abrasif chargé de quartz. Des réplications en conditions contrôlées ont confirmé que cette technique peut produire les carottes observées. Ces données sont importantes parce qu'elles déplacent le débat du domaine de la spéculation vers celui de l'expérimentation vérifiable. La question n'est plus « est-il possible que les Égyptiens aient utilisé des outils en cuivre avec des abrasifs ?» Elle devient
Dans quelles conditions précises de pression, de vitesse et de lubrification cette technique est-elle la plus efficace et ces conditions sont-elles compatibles avec ce que nous savons du contexte de l'Ancien Empire? Ce changement de question est le propre de la méthode scientifique appliquée à l'archéologie. À Pumapunku, en Bolivie, les surfaces des blocs d'andésite présentent des caractéristiques qui ont suscité beaucoup de commentaires. Certains blocs montrent des encoches d'une régularité géométrique précise, des rainures droites et des surfaces planes d'une qualité inhabituelle pour une culture sans roues ni outils en métal ferreux. Les analyses conduites par des archéologues boliviens et des équipes internationales ont identifié des marques compatibles avec des outils en bronze, un alliage que les cultures de Tiwanaku maîtrisaient imparfaitement, et avec des techniques d'abrasion utilisant du sable de quartz. La régularité apparente des formes ne requiert pas une technologie inconnue. Elle requiert des gabarits de contrôle, des guides en bois ou en pierre servant à vérifier la régularité de la taille, et une maîtrise gestuelle développée par une longue pratique. L'étude des outils, retrouvés in situ ou en contexte de dépôt archéologique, est complémentaire de l'analyse des surfaces. En Égypte, des dépôts de percuteurs en diorite ont été retrouvés dans plusieurs carrières, dont Assouan et Atnoub. Ces percuteurs, des galets arrondis de roches dures, présentent des zones d'usure caractéristiques sur leur surface correspondant aux zones de frappe. Leur morphologie et leur distribution permettent de reconstituer les gestes de percussion et d'estimer les forces exercées. Des analyses tracéologiques, l'étude microscopique des traces d'usure sur les outils, ont permis d'identifier quelle partie du percuteur était utilisée pour quel type de travail, et dans certains cas de déduire la posture de l'artisan pendant la frappe. En Méditerranée, les fouilles du site de Gebelein en Égypte supérieure ont livré des ateliers de taille avec des concentrations de copeaux, d'éclats et de résidus de polissage qui permettent de reconstituer l'ensemble du processus de fabrication d'objets en pierre. Ces microdéchets sont des données que l'archéologie classique négligeait souvent, mais que l'archéologie analytique contemporaine recueille systématiquement car ils constituent l'un des témoignages les plus directs de l'activité technique. Dans les sites mégalithiques de Bretagne, des études de surface ont révélé des traces de polissage sur certaines faces de menhirs, suggérant une finition intentionnelle des surfaces visibles. Cette finition, qui nécessite un abrasif de granulométrie fine et un travail patient, indique une préoccupation esthétique qui va au-delà de la simple fonctionnalité structurelle. Les tailleurs de pierre néolithiques ne se contentaient pas de façonner une forme utile. Ils cherchaient aussi à produire une surface qui avait une signification visuelle et sans doute rituelle. Ces observations convergent envers une conclusion que l'archéologie expérimentale confirme régulièrement. La qualité du travail de la pierre dans les grandes civilisations anciennes est le résultat d'une maîtrise technique réelle, développée sur de longues durées, transmise dans des cadres institutionnels, structurés et adaptés avec intelligence aux ressources disponibles. Les traces laissées dans la pierre sont les empreintes de cette maîtrise. Elles sont lisibles, analysables, reproductibles dans leurs principes fondamentaux. Ce que ces traces ne révèlent pas, et c'est là que réside la part irréductible du mystère, c'est l'expérience subjective du tailleur, la façon dont il percevait la roche sous ses mains, la connaissance tacite qu'il avait développée au fil des années de pratique, le jugement intuitif qui lui permettait de savoir, avant même de frapper, dans quel sens la pierre allait se casser. Cette dimension incorporée du savoir technique est peut-être la plus difficile à reconstituer et la plus fascinante à imaginer. L'archéologie expérimentale est une discipline qui a profondément transformé notre compréhension des techniques anciennes au cours des 50 dernières années. En reproduisant les conditions matérielles du passé, les outils, les matériaux, les méthodes, avec une rigueur méthodologique croissante, cette approche permet de tester les hypothèses sur la faisabilité des techniques supposées, d'identifier les contraintes réelles du travail avec les ressources disponibles et de générer de nouvelles questions que l'analyse des vestiges seule ne permet pas de poser. Dans le domaine du travail de la pierre, les expériences pionnières ont été conduites à partir des années 1960 et 1970 par des chercheurs comme Don Crabtree aux États-Unis pour la taille du silex et Dennis Stocks au Royaume-Uni pour les techniques égyptiennes. Stocks a consacré plusieurs décennies à reproduire les outils en cuivre et les techniques abrasives de l'Ancien Empire en utilisant des matériaux strictement contemporains des pharaons, cuivre non allié, sable de quartz du désert, eau du Nil. Ces résultats ont été publiés dans son ouvrage de référence Stoneworking Technology in Ancient Egypt,
qui constitue aujourd'hui l'une des bases documentaires les plus solides sur ce sujet. Les expériences de Stokes ont démontré plusieurs choses importantes. D'abord, que les scies en cuivre chargés de sable abrasif peuvent effectivement couper du granit, lentement, mais de manière mesurable et contrôlable. Deuxièmement, que les foreuses à archer avec abrasif peuvent produire des trous dans le granit dont les caractéristiques correspondent exactement aux carottes archéologiques retrouvées. Troisièmement, que ces opérations ne requièrent pas de force exceptionnelle, mais une application méthodique et continue sur de longues durées. Ce qui est exceptionnel dans les monuments égyptiens, ce n'est pas la technologie employée, c'est le volume de travail accumulé. Des expériences plus récentes ont affiné ces conclusions. Une équipe de l'Université de Liverpool, dans le cadre du projet Sea-Link sur les routes commerciales en mer Rouge, a reproduit des techniques de sculpture en stéatite en utilisant des outils en cuivre et des abrasifs disponibles sur les côtes de la mer Rouge dans l'Antiquité. Les résultats ont montré que des artisans formés à ces techniques, même sans expérience préalable du travail de la pierre, pouvaient atteindre en quelques semaines des niveaux de précision comparables à ceux observés sur des artefacts anciens. La courbe d'apprentissage est significative, mais elle est accessible avec une formation appropriée. Dans les Andes, l'archéologie expérimentale a une histoire plus récente, mais des résultats tout aussi instructifs. Une équipe dirigée par l'ingénieur Jean-Pierre Prodsen a conduit des expériences systématiques sur les techniques de taille et d'assemblage Inca à Ollantaytambo dans les années 1980 et 1990. Prodsen a identifié, dans les carrières voisines du site, des milliers de percuteurs de différentes tailles, des galets de granit et d'andésite, présentant des zones d'usure caractéristiques. Il a reproduit les opérations de taille avec ses outils en utilisant des blocs de même nature géologique et a pu démontrer que les surfaces et les joints caractéristiques de la construction Inca pouvaient être obtenus par percussion répétée suivie d'abrasions fines. Ce résultat est particulièrement important parce que l'architecture Inca est souvent citée dans les discussions sur les technologies mystérieuses. Les joints polygonaux complexes des murs de Cusco ou des blocs aux faces irrégulières s'emboîtent avec une précision millimétrique sans mortier semblent défier les capacités d'une technologie sans instrument de mesure précis. Les travaux de Prodsen ont montré que cette précision peut être atteinte par un processus de marquage et d'ajustement progressif. Les artisans marquaient les irrégularités d'un bloc sur son voisin, puis travaillaient ces irrégularités jusqu'à l'ajustement parfait, répété autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que les deux surfaces se correspondent parfaitement. C'est un processus long, mais pas mystérieux. En Europe, des expériences ont été conduites pour tester les techniques de construction des grandes enceintes de pierres sèches de l'âge du fer, des dolmens néolithiques et des mégalithes de différentes cultures. L'une des plus médiatisées est l'expérience Stonehenge Riverside Project, dans laquelle des équipes dirigées par Mike Parker Pearson ont reconstitué le transport de blocs depuis les carrières galloises jusqu'au site de Stonehenge en utilisant des traîneaux, des rondins et des cordages de fibres végétales. Ces expériences ont confirmé la faisabilité technique du transport, mais elles ont aussi révélé les contraintes humaines considérables, le nombre de personnes nécessaires, la durée du transport, la logistique de ravitaillement, qui impliquait une organisation sociale de grande envergure. Un aspect important des relectures récentes de l'archéologie expérimentale est la prise en compte de la dimension collective et sociale des techniques. Les premières générations d'expériences se concentraient souvent sur la faisabilité individuelle d'une opération. Un chercheur pouvait-il reproduire une technique particulière ? Les approches actuelles posent des questions différentes. Combien de personnes sont nécessaires pour cette opération ? Comment s'organise la coordination entre elles ? Quelles sont les connaissances tacites, non verbalisées, que les participants doivent avoir internalisées pour que l'opération fonctionne ? Ces questions amènent l'archéologie expérimentale à dialoguer avec l'anthropologie du travail, la psychologie cognitive et les sciences de l'organisation. Il ne s'agit plus seulement de savoir si une technique était possible, mais de comprendre comment elle s'insère dans un système social, comment elle est enseignée et transmise, quelles erreurs sont les plus fréquentes et comment elles sont corrigées. Cette approche systémique est plus riche et plus proche de la réalité historique que les expériences purement mécaniques. Les résultats cumulés de plusieurs décennies d'archéologie expérimentale dressent un portrait cohérent. Les techniques de travail de la pierre dans les grandes civilisations anciennes étaient complexes.
demandaient un apprentissage long et nécessitaient une organisation collective sophistiquée, mais elles étaient entièrement dans les limites du possible, avec les ressources matérielles disponibles. Il n'y a pas de discontinuité inexplicable entre ce que ces civilisations possédaient comme outils et matériaux d'une part, et les résultats qu'elles ont obtenus d'autre part. La discontinuité, si elle existe, est dans notre capacité à imaginer ce que des milliers de personnes très compétentes, très bien organisées, travaillant sur des durées très longues, peuvent accomplir avec des moyens que nous aurions tendance à sous-estimer. La fascination contemporaine pour les techniques de construction de l'Antiquité n'est pas un phénomène nouveau, mais elle a pris au cours des dernières décennies une ampleur et des formes particulières, liées à la fois aux transformations culturelles du monde occidental et au développement de nouveaux médias qui ont profondément modifié la manière dont les questions historiques atteignent le grand public. Comprendre cette fascination, c'est comprendre quelque chose d'important sur notre propre époque, sur ce que nous cherchons dans le passé, sur les manques que nous projetons dans l'histoire et sur les récits qui nous séduisent et pourquoi. La première vague de fascination moderne pour les technologies mystérieuses bleues de l'Antiquité remonte aux années 1960 et 1970, avec la publication de livres comme Présence des extraterrestres de Erich von Däniken, dont le succès commercial massif a surpris même les milieux académiques. Von Däniken proposait une lecture de l'histoire qui attribuait les grandes constructions de l'Antiquité, les pyramides, les lignes de Nazca, Stonehenge, à des interventions d'êtres extraterrestres. Cette hypothèse, rigoureusement réfutée par l'archéologie, a néanmoins trouvé un écho considérable dans une époque marquée par la conquête de l'espace, la guerre froide, et une remise en question profonde des certitudes héritées des Lumières. Ce contexte culturel est essentiel pour comprendre pourquoi ces idées ont trouvé un public. Les années 1960 et 1970 étaient une période de désenchantement vis-à-vis de la science officielle et des institutions établies. La contre-culture cherchait des alternatives aux récits dominants. L'hypothèse extraterrestre offrait à la fois le frisson de la transgression intellectuelle et la satisfaction de découvrir un secret que les experts refusaient d'admettre. Elle donnait aux lecteurs non spécialistes le sentiment d'avoir accès à une vérité que la communauté scientifique dissimulait. Ce schéma, la vérité cachée par les experts, est une structure narrative récurrente dans la culture populaire contemporaine et il continue de fonctionner avec efficacité dans les médias numériques. Les plateformes de diffusion vidéo, en particulier, ont créé un écosystème dans lequel des contenus présentant des hypothèses alternatives sur l'histoire ancienne peuvent atteindre des dizaines de millions de spectateurs en quelques semaines. Ces contenus utilisent des techniques rhétoriques précises, des questions rhétoriques formulées pour suggérer une réponse sans l'affirmer explicitement, des images de monuments accompagnées de musique évocatrice, des experts qu'Emanséan présentait comme marginaux face à un establishment fermé. Il serait cependant trop simple de réduire cette fascination à de la crédulité ou à une manipulation médiatique. Elle répond à des besoins culturels réels. La technologie numérique et l'économie de marché globalisée ont produit un monde qui semble de moins en moins lisible à l'échelle humaine. Les grands projets contemporains, infrastructures, systèmes informatiques, chaînes d'approvisionnement mondiales, sont d'une complexité telle qu'aucun individu ne peut en comprendre la totalité. Dans ce contexte, les monuments anciens, visibles, tangibles, construits par des êtres humains avec des mains, offrent un contrepoint rassurant et en même temps intrigant. Leur mystère apparent est une invitation à imaginer que le monde peut encore receler des vérités profondes accessibles à une intelligence humaine curieuse et persévérante. Il y a aussi dans cette fascination une dimension nostalgique. L'idée d'un âge d'or perdu, d'une époque où les humains possédaient des connaissances profondes aujourd'hui oubliées, où ils étaient plus proches des forces de la nature, plus capables de grandes réalisations collectives, est une structure mythologique universelle. Elle répond à un sentiment de perte face à la fragmentation sociale, à la spécialisation excessive et à la déconnexion de la nature que beaucoup de gens ressentent dans les sociétés industrialisées contemporaines. Les civilisations anciennes servent de miroir inversé dans lequel projeter les insatisfactions du présent. Les scientifiques et les archéologues qui travaillent sur ces questions ont des responsabilités particulières face à cette fascination. Une réponse purement dismissive, les hypothèses alternatives sont fausses, point, n'est pas suffisante et souvent contre-productive. Elle confirme le sentiment que les experts sont une caste fermée qui défend ses propres intérêts.
Une réponse qui prend au sérieux les questions que posent dans ces hypothèses. Pourquoi ces monuments nous fascinent-ils? Que révèlent-ils réellement sur leurs constructeurs? Quelles sont les limites de notre connaissance? Est à la fois plus honnête intellectuellement et plus efficace pour engager le public dans une démarche de compréhension. Plusieurs archéologues ont adopté cette approche avec succès. Mark Lehner, qui a consacré sa carrière à l'étude du plateau de Gizeh, communique régulièrement avec le grand public via des documentaires et des publications accessibles. Son message n'est pas que les pyramides sont simples, elles ne le sont pas, mais qu'elles sont le produit d'une organisation humaine extraordinaire, ce qui les rend plus impressionnantes, pas moins. Cette framing est importante, elle ne dépouille pas les monuments de leur caractère remarquable, elle le déplace vers un terrain que l'évidence archéologique peut soutenir. La fascination pour les technologies mystérieuses de l'Antiquité est aussi, en partie, une fascination pour les limites de la connaissance scientifique elle-même. L'archéologie est une discipline probabiliste. Elle travaille avec des fragments incomplets, elle formule des hypothèses qu'elle ne peut jamais vérifier de manière définitive, et elle révise régulièrement ses conclusions à la lumière de nouvelles découvertes. Cette incertitude inhérente est une force intellectuelle, c'est ce qui distingue la science de la dogmatique. Mais elle peut être perçue comme une faiblesse par un public qui cherche des certitudes. Les hypothèses alternatives offrent souvent une certitude que la science refuse de garantir, au prix d'ignorer les données qui contredisent leur récit. Comprendre pourquoi la question fascine l'époque moderne, c'est donc comprendre une tension fondamentale entre le besoin humain de récits cohérents et complets d'une part, et la réalité fragmentaire et incertaine de la connaissance historique d'autre part. Les monuments anciens existent à l'intersection de ces deux registres. Ils sont là, visibles et réels, mais les récits que nous construisons autour d'eux révèlent autant sur nous-mêmes que sur leurs constructeurs. La pierre n'est pas inerte dans la plupart des cosmologies du monde. Elle respire, pense, parle, souffre, se souvient. Cette idée, que nous appellerions aujourd'hui animisme ou illozoïsme selon le cadre théorique utilisé, est l'une des représentations les plus répandues et les plus persistantes de l'histoire culturelle humaine. Elle traverse les continents, les époques et les degrés de complexité sociale. Et elle entretient des relations profondes avec les pratiques de construction en pierre massive, au point où il est parfois difficile de déterminer si la croyance a influencé la technique ou si la technique a produit la croyance. Dans la tradition grecque, les Litika, textes sur les propriétés des pierres, attribuent à de nombreuses roches des vertus thérapeutiques, magiques ou oraculaires. La pierre de Sisyphe, le rocher de Prométhée, les pierres parlantes des sanctuaires oraculaires de Dodone, constituent autant d'exemples d'une cosmologie dans laquelle la frontière entre le minéral et le vivant est poreuse. Hésiode dans les Travaux et les Jours rappelle que Deucalion et Pyrrha ont repeuplé la terre après le déluge en jetant des pierres derrière eux. Pierres Tibii qui sont devenus des êtres humains. La pierre n'est pas le contraire de la chair, elle en est l'origine. Dans la tradition hindoue, les Shivalingam, représentations aniconiques du dieu Shiva sous forme de colonnes de pierre, sont vénérées comme des présences divines réelles, pas comme de simples symboles. La pierre n'est pas un support de la divinité. Elle laisse la divinité dans sa forme la plus concentrée. Les rituels qui entourent la taille et la consécration d'un Shivalingam suivent en toi des prescriptions précises qui témoignent du soin avec lequel la communauté gérait la transition d'une roche ordinaire en objet sacré. Cette transition n'est pas une simple projection symbolique, elle implique des actes rituels qui transforment réellement le statut de la pierre dans l'ordre cosmique. Dans les traditions mésoaméricaines, les pierres de sacrifice, les autels en basalte des Olmecs et les sculptures monumentales de la culture de Teotihuacan sont investis de puissances Gosan qui dépassent leur matérialité. Les têtes colossales Olmec, ces portraits monumentaux de dirigeants taillés dans le basalte volcanique, étaient des condensateurs de pouvoir, des objets dans lesquels l'essence du dirigeant représenté continuait d'exister après sa mort physique. Des études récentes ont montré que plusieurs de ces têtes ont été délibérément mutilées et réenterrées, un processus interprété comme une désactivation rituelle de leur puissance, ce qui suppose que cette puissance était considérée comme réelle et potentiellement dangereuse. La tradition polynésienne du mana, une force vitale et sociale présente dans les personnes, les objets et les lieux, s'applique pleinement à la pierre. Les moaïs de l'île de Pâques n'étaient pas simplement des monuments commémoratifs. Ils étaient des réservoirs de mana pour les clans qui les avaient entérigés.
Leur érection accroissait le mana du clan. Leur renversement, qui s'est produit massivement durant les conflits internes du XVIIe siècle, était un acte de désactivation symbolique et pratique du pouvoir ennemi. La guerre des Moai n'était pas métaphorique. C'était une guerre menée sur le plan du mana, dans laquelle les pierres étaient des acteurs à part entière. En Afrique subsaharienne, de nombreuses de nos traditions attribuant aux pierres des qualités d'ancêtres pétrifiés ou de dépositaires de la mémoire des générations passées. Chez les Dogons du Mali, des roches particulières du plateau de Bandiagara sont identifiées comme des manifestations de Nomo, les ancêtres aquatiques primordiaux de la cosmologie dogone. Les rituels funéraires et agricoles qui se déroulent autour de ces pierres maintiennent une communication entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Cette fonction de la pierre comme médiatrice entre les générations est une structure que l'on retrouve dans des cultures géographiquement très distantes les unes des autres. Ce que ces traditions comparées révèlent n'est pas l'existence d'un savoir universel sur les propriétés mystérieuses de la pierre. Elles révèlent une tendance universelle des cultures humaines à investir les objets durables, et la pierre était parmi les plus durables que l'environnement offre, d'une agentivité symbolique qui prolonge et transforme leur agentivité matérielle réelle. La pierre résiste au temps, à la décomposition, à l'effacement. Elle garde une forme. Elle persiste là où les corps disparaissent. Cette persistance matérielle est le substrat sur lequel s'élaborent les croyances en sa vitalité ou en sa mémoire. Cette dimension symbolique de la pierre a eu des conséquences pratiques directes sur les choix de construction. Si une pierre particulière est investie de mana, de divinité ou de présence ancestrale, alors son choix, son extraction, son transport et sa mise en place sont des actes à forte charge rituelle. Ils ne peuvent pas être délégués à n'importe qui. Ils requièrent des spécialistes qui connaissent par les protocoles appropriés, qui peuvent en négocier avec la puissance de la pierre et qui garantissent que la transition depuis la carrière jusqu'au monument ne prive pas la pierre de ses propriétés sacrées. Cette spécialisation rituelle du travail de la pierre constitue une contrainte supplémentaire sur l'organisation des chantiers. Elle explique peut-être certains aspects des monuments qui paraissent inefficaces d'un point de vue purement mécanique. Le choix de matériaux lointains alors que des matériaux équivalents existaient de plus près, l'orientation précise de surface par rapport aux astres, la disposition de blocs selon des schémas qui ne répondent pas à des impératifs structurels évidents. Ces choix peuvent avoir été dictés par des logiques rituelles dont nous percevons les effets sans toujours en comprendre les motivations. Les mythes comparés autour de la pierre vivante sont donc, pour l'archéologue, non pas des curiosités folkloriques à archiver, mais des indices sur les logiques culturelles qui ont gouverné le travail de la pierre dans des contextes où techniques et rituels étaient inséparables. Les comprendre enrichit notre lecture des monuments eux-mêmes et nous aide à poser des questions plus précises sur ce que nous observons dans les traces matérielles. L'un des arguments les plus fréquemment avancés dans les discussions sur les technologies mystérieuses de l'Antiquité est l'absence supposée des outils nécessaires pour produire les résultats observés. Cet argument repose sur une prémisse qui mérite d'être examinée attentivement. L'idée que l'absence d'outils dans le registre archéologique signifie l'absence de ces outils dans la réalité historique. Cette prémisse est méthodologiquement fragile et comprendre pourquoi est essentiel pour évaluer correctement l'état de nos connaissances sur les techniques anciennes. Le registre archéologique est un registre de survie différentiel. Tous les matériaux ne se conservent pas avec la même probabilité selon leur nature chimique et physique, selon les conditions de déposition et selon les processus de dégradation auxquels ils ont été soumis pendant des siècles ou des millénaires. Les matières organiques, bois, fibres végétales, cuir, os, se décomposent rapidement dans les environnements humides et aérés. Les métaux s'oxydent et peuvent disparaître totalement dans certaines conditions pédologiques. Seuls les céramiques, les pierres et parfois les métaux nobles, or, argent, survivent de manière fiable sur de longues durées dans des conditions ordinaires. Cette réalité a des conséquences directes sur notre image des technologies anciennes. Les outils en cuivre de l'Égypte ancienne, par exemple, sont relativement rares dans le registre archéologique, non pas parce que le cuivre était peu utilisé, mais parce qu'il était précieux et systématiquement recyclé. Un outil en cuivre usé ne s'abandonnait pas, il était fondu et recaste sous une nouvelle forme. Le cycle de vie d'un outil en métal est donc très différent de celui d'un outil en pierre, qui peut être abandonné en cours de chantier et retrouvé des siècles plus tard. Cette différence de taphonomie, de destin archéologique,
crée une distorsion systématique dans notre image de la technologie ancienne. En Égypte, des houes, des ciseaux, des scies et des percuteurs en cuivre ont néanmoins été retrouvés dans plusieurs contextes, confirmant leur utilisation. Le dépôt d'outils de Kaoun daté du Moyen Empire comprend des outils métalliques en bon état de conservation qui ont pu être analysés. Les analyses métallurgiques montrent un peu que le cuivre utilisé était relativement pur, avec des teneurs en arsenic ou en étain variables selon les périodes, ce qui suggère une connaissance empirique de l'effet des additifs sur les propriétés mécaniques du métal. Ce n'est pas de la métallurgie de haute technologie au sens moderne, mais c'est une connaissance pratique développée et affinée sur des générations. Les outils en diorite, les percuteurs utilisés pour abraser le granit, sont beaucoup mieux représentés dans le registre archéologique, précisément parce que la diorite ne se dégrade pas dans les conditions de conservation égyptiennes. Des milliers de ces percuteurs ont été retrouvés dans les carrières et sur les chantiers, à différents stades d'usure. Leur distribution spatiale dans les carrières permet de reconstruire la logique de travail, où les percuteurs neufs étaient introduits, comment ils circulaient entre les zones de travail, où les percuteurs usés étaient déposés. Cette logistique de l'outil est en elle-même une donnée précieuse sur l'organisation du travail. Dans les Andes, la question des outils est particulièrement intéressante parce que les cultures précolombiennes de la région andine n'utilisaient pas le fer. Leurs outils en métal étaient en bronze, un alliage de cuivre et d'étain que les cultures de la région maîtrisaient avec une grande sophistication. Des analyses des outils en bronze retrouvés dans des contextes Inca et pré-Inca ont montré des teneurs en étain variables selon l'usage prévu. Des teneurs plus élevées pour les outils tranchants, des teneurs plus faibles pour les outils devant résister à la déformation. Cette optimisation de l'alliage selon la fonction représente une connaissance métallurgique empirique développée. Ce qui manque dans le registre archéologique andin, ce sont les outils très fins, les ciseaux et les grattoirs de précision qui auraient pu être utilisés pour les finitions des surfaces de haute qualité. Ces outils, s'ils existaient en temps métal, auraient été précieux et auraient donc subi le même traitement que les outils en cuivre égyptiens, le recyclage. Leur absence dans le registre ne prouve pas leur inexistence. Elle prouve seulement que les conditions de leur conservation jusqu'à nous ne se sont pas réalisées. En Europe néolithique, la situation est encore plus marquée. Les outils utilisés pour construire les mégalithes étaient presque entièrement en matières organiques et en pierre. Du bois pour les leviers et les traîneaux, des fibres végétales pour les cordes, du silex et du grès pour les outils tranchants, des galets de roche durs pour les percuteurs. Le silex se conserve remarquablement bien et est abondamment représenté dans les assemblages archéologiques néolithiques. Les éléments végétaux, en revanche, ont disparu dans la quasi-totalité des contextes, à l'exception de sites exceptionnellement bien conservés comme les villages lacustres d'Europe alpine. La reconstitution des outils manquants ne repose donc pas sur une imagination libre, mais sur une inférence raisonnée à partir de plusieurs sources convergentes, les traces qu'ils ont laissées sur les surfaces travaillées, les expériences de réplication qui permettent de tester différentes hypothèses, les parallèles ethnographiques dans des cultures qui utilisent des techniques similaires, et les rares découvertes archéologiques d'outils bien conservés qui permettent de calibrer les inférences. Cette démarche est le propre de l'archéologie scientifique. Argumenter à partir de preuves, formuler des hypothèses testables, admettre les limites de la connaissance et progresser par révisions successives. Ce n'est pas aussi satisfaisant narrativement qu'une révélation fracassante, mais c'est la seule méthode qui garantit que nos conclusions correspondent à quelque chose de réel. Les techniques de travail de la pierre ne sont pas des entités stables et immuables. Elles évoluent, se transforment, s'adaptent aux mutations sociales, économiques et technologiques des sociétés qui les pratiquent. Cette évolution n'est pas linéaire, elle ne suit pas un axe simple du moins vers le plus sophistiqué, et elle n'est pas unidirectionnelle. Des techniques peuvent se complexifier, se simplifier, se combiner avec d'autres, ou se spécialiser en réponse à des demandes particulières. Comprendre ces transitions, c'est comprendre comment la technologie s'insère dans l'histoire sociale au sens large. La transition de l'âge de la pierre à l'âge du métal, la révolution des métaux, comme certains historiens l'ont appelé, n'a pas signifié l'abandon immédiat des techniques lithiques. Dans de nombreuses cultures, les outils en pierre ont coexisté avec les outils en métal pendant des siècles, voire des millénaires, selon la disponibilité des ressources et les usages spécifiques.
En Égypte, le silex a continué d'être utilisé pour des opérations de taille fine bien après la généralisation du cuivre, parce que le silex bien taillé peut produire des arêtes plus tranchantes que le cuivre non allié pour certaines applications. Cette coexistence n'est pas un archaïsme irrationnel, c'est une optimisation pragmatique. La transition du néolithique à l'âge du bronze en Europe représente l'un des grands tournants de l'histoire des techniques de la pierre. La diffusion des techniques métallurgiques depuis les régions d'Anatolie et du Caucase vers l'Europe occidentale, entre 3000 et 2000 avant notre ère, a profondément modifié les outils disponibles pour le travail de la pierre. Mais paradoxalement, certaines des plus grandes constructions mégalithiques européennes, Stonehenge dans sa phase principale, les alignements de Karnak dans leur développement tardif, datent précisément de cette période de transition. L'adoption des techniques poteries et métallurgiques n'a pas interrompu le mégalithisme, elle s'est superposée à lui pendant plusieurs siècles. Cette superposition suggère que les fonctions sociales et rituelles des monuments mégalithiques étaient suffisamment importantes pour justifier leur continuation même lorsque les conditions techniques avaient évolué. Les outils en métal peuvent avoir facilité certaines opérations de taille, mais ils n'ont pas transformé fondamentalement l'organisation sociale et rituelle qui sous-tendait la construction des monuments. La technologie s'est adaptée aux besoins, pas l'inverse. En Mésopotamie, la transition entre la construction en pierre et la construction en brique constitue un exemple de remplacement technique différent. La plaine alluviale de Mésopotamie est pauvre en pierre mais riche en argile. Les grandes civilisations de Sumer, d'Akkad et de Babylone ont développé une architecture monumentale en briques crues et cuites d'une sophistication remarquable, sans avoir recours à la pierre dans la même mesure que les Égyptiens ou les Andins. Mais lorsqu'ils avaient un accès à de la pierre, importée depuis les montagnes du nord et de l'est, les Mésopotamiens la travaillaient avec une maîtrise indéniable. Les bas-reliefs assyriens en albâtre calcaire, les stèles en basalte des premières dynasties sumériennes et les colonnes en granit de certains temples témoignent d'une connaissance technique réelle, maintenue à un niveau d'utilisation plus limité que chez leurs voisins égyptiens. La transition technologique la plus radicale dans le travail de la pierre en termes historiques a peut-être été l'introduction de l'acier trempé au premier millénaire avant notre ère. L'acier, du fer à teneur en carbone contrôlé, peut produire des outils d'une dureté et d'une résilience considérablement supérieures au bronze. Son adoption progressive dans le bassin méditerranéen, à partir du Proche-Orient vers l'Europe et l'Égypte, a transformé les possibilités du travail de la pierre. Les outils en acier permettent de travailler des roches plus dures, d'obtenir des surfaces plus fines et de réaliser des opérations plus rapides que leurs équivalents en bronze ou en cuivre. La sculpture grecque classique, avec sa maîtrise du marbre pentélique et de Paros, ne serait probablement pas la même sans l'accès à des outils en acier de bonne qualité. Les sculpteurs grecs de la période classique disposaient d'une gamme d'outils, ciselons, poinçons, gradines, trépans, dont la sophistication correspondait exactement aux demandes de leur art. Cette adéquation entre l'outil disponible et le résultat visé est une constante de l'histoire technique. Chaque époque travaille avec ce qu'elle a, et ses achèvements représentent ce qui est possible à l'intérieur de ces contraintes. La période romaine a représenté une généralisation et une industrialisation des techniques de travail de la pierre à une échelle sans précédent dans le monde antique méditerranéen. Les carrières impériales, de Carrare pour le marbre blanc, de Sienne pour le granit rouge, étaient d'ensemble des entreprises d'une ampleur comparable aux industries mélamodernes, mobilisant des milliers de travailleurs sous une organisation bureaucratique complexe. Les techniques de sciage, de polissage et de transport avaient atteint un niveau de rationalisation qui permettait de livrer des colonnes de granit de 21 mètres depuis l'Égypte jusqu'au Panthéon de Rome. Cet exploit logistique n'est compréhensible que dans le contexte d'un empire disposant d'une flotte marchande massive, d'une monnaie stable et d'une administration capable de coordonner des chaînes de production sur des milliers de kilomètres. La transition qui suit la chute de l'Empire romain en Occident illustre de nouveau la dépendance des techniques sur les structures sociales. La capacité à travailler la pierre à grande échelle n'a pas disparu avec Rome, mais elle s'est radicalement transformée. Les grands chantiers de construction médiévaux, les cathédrales, les châteaux, les monastères, ont développé des techniques propres, adaptées à des contextes économiques et sociaux différents. La taille de la pierre a continué, mais dans des cadres institutionnels différents. Les guildes de tailleurs de pierre, le système du compagnonnage, les loges de chantier. Ces transitions successives montrent que la technologie de la pierre n'a jamais été une connaissance fixe et isolable.
Elle a toujours été en mouvement, en dialogue avec son contexte social, économique et culturel. Ce qui change d'une époque à l'autre, ce n'est pas seulement la technique en elle-même, mais le système entier qui la produit, la maintient et lui donne un sens. L'archéologie contemporaine dispose d'outils d'analyse d'une puissance sans précédent. La spectrométrie de masse, la fluorescence X, la datation par luminescence optique, l'imagerie tridimensionnelle à haute résolution, les analyses ADN anciens. Autant de techniques qui permettent d'extraire des informations de vestiges que les générations précédentes auraient en considéré comme muets. Et pourtant, ces outils formidables n'ont pas éliminé l'incertitude. Ils l'ont déplacée, précisée et souvent approfondie. Les questions que l'archéologie contemporaine peut poser sont plus précises qu'auparavant, mais les réponses restent sans parfois hors de portée, non par manque de méthode, mais par manque de données. Dans le domaine du travail de la pierre, les limites de l'interprétation se manifestent à plusieurs niveaux distincts. Le premier est le niveau de la technique elle-même. Si nous avons une bonne compréhension des types d'outils utilisés et des méthodes générales appliquées dans les grandes cultures de construction, la précision de cette compréhension diminue rapidement dès que l'on descend dans les détails opérationnels. Comment exactement les équipes se coordonnaient-elles lors d'une opération de levage d'un bloc de 100 tonnes? Quels signaux, verbaux, gestuels, instrumentaux permettaient maintenant de synchroniser les efforts? Quels mécanismes de correction intervenaient lorsqu'une opération dérivait de son plan initial? Ces questions opérationnelles sont presque impossibles à répondre depuis le registre archéologique, parce qu'elles concernent des comportements qui ne laissent pas de traces matérielles directement interprétables. Le deuxième niveau est celui de la chronologie. Malgré les progrès considérables des techniques de datation, la datation au radiocarbone, la dendrochronologie, la thermoluminescence, il subsiste des incertitudes chronologiques significatives pour de nombreux sites et monuments. Ces incertitudes ont des conséquences directes sur notre compréhension des séquences de construction, des influences entre cultures et des processus d'innovation technique. Est-ce que la technique X a précédé la technique Y ou ont-elles coexisté? Est-ce que le monument A a été construit en une seule campagne ou en plusieurs phases étalées sur des décennies? Ces questions ne sont pas toujours résolues, et leur résolution incorrecte peut conduire à des reconstructions erronées du processus technique. Le troisième niveau est celui de l'organisation sociale. Les données archéologiques peuvent nous dire combien de personnes environ ont travaillé sur un site, quels aliments ils consommaient, quels outils ils utilisaient. Elles ne peuvent généralement pas nous dire comment les décisions étaient prises, comment les conflits été résolus, comment la motivation était maintenue sur la durée d'un projet de plusieurs décennies. Ces dimensions de l'organisation humaine, qui sont pourtant fondamentales pour comprendre comment des projets d'une telle complexité pouvaient être menés à terme, restent largement hors de portée de l'analyse archéologique. Le quatrième niveau est celui de la signification. Nous pouvons décrire ce que les bâtisseurs ont fait. Nous pouvons souvent reconstituer comment ils l'ont fait. Nous comprenons moins bien pourquoi, dans le sens profond du terme, quelles représentations du monde, du cosmos, du divin, des ancêtres ou de la société ont guidé ces choix plutôt que d'autres. Les textes, lorsqu'ils existent, offrent des fenêtres sur cette dimension, mais des fenêtres déformées par leur propre contexte de production. Les mythes et les rituels ethnographiquement observés dans des cultures contemporaines peuvent offrir des analogies utiles, mais l'analogie n'est pas la preuve. Ces limites de l'interprétation ne sont pas des aveux d'échec. Elles sont la condition normale de toute discipline qui travaille sur des phénomènes passés à partir de traces fragmentaires. La médecine légale, la géologie historique, l'astrophysique, toutes ces disciplines raisonnent à partir de traces vers des causes, et toutes acceptent-elles des degrés d'incertitude résiduels dans leurs conclusions. Ce qui distingue une bonne inférence archéologique d'une spéculation non contrôlée, ce n'est pas l'absence d'incertitude, mais la transparence sur les bases de l'inférence et la disposition à réviser les conclusions face à de nouvelles données. La communauté archéologique internationale a développé des standards méthodologiques précis pour gérer cette incertitude. Les publications scientifiques distinguent systématiquement les données primaires des interprétations et les interprétations solidement étayées des hypothèses de travail. Elles documentent les méthodes d'analyse utilisées de manière à permettre la reproduction et la vérification par d'autres équipes. Elles publient les données brutes, les mesures, les photographies, les descriptions de terrain, pour que la communauté puisse formuler ses propres interprétations.
Cette pratique de la transparence et de la vérification collective est ce qui distingue la science archéologique des approches alternatives qui pullulent dans les médias populaires. Ces approches sélectionnent les données qui confirment leur hypothèse, ignorent celles qui la contredisent et ne soumettent pas leurs conclusions à l'examen critique de pairs compétents. Elles offrent la certitude au détriment de la rigueur. Et cette certitude, si séduisante qu'elle soit, ne correspond à aucune réalité historique vérifiable. Ce que l'archéologie peut offrir à la place, c'est quelque chose de différent et de plus précieux, une image honnête de ce que nous savons, de ce que nous pouvons inférer avec différents degrés de confiance et de ce que nous ignorons encore. Cette honnêteté n'est pas une faiblesse antwekana. C'est la condition de toute connaissance qui mérite le nom. Et dans ce cadre d'honnêteté intellectuelle, les civilisations anciennes et leur maîtrise de la pierre restent bien profondément remarquables, non pas à cause de mystères irrésolus, mais à cause de l'intelligence, de l'organisation et de la persévérance humaine qu'elles ont déployée pour atteindre des résultats que nous pouvons mesurer, analyser et admirer. Les limites de notre interprétation sont les contours de notre connaissance actuelle. Elles ne sont pas des portes fermées sur des vérités cachées. Elles sont des invitations à poursuivre la recherche, à fouiller de nouveaux sites, à développer de nouvelles méthodes et à poser de nouvelles questions.